Ça va
C'est mon mari. Bonjour, Serge, Louise, Sean, Chérie et Sarah. À toutes, je souhaite une bonne heureuse année, une bonne santé, du succès en toutes et bonne chance. Bonjour. Bonjour, Serge. Bonjour, Louise. Bonne année aux enfants, puis encore bonne année. C'est correct. Bonjour Serge et Louise, Sean, Chérie et la petite Sarah. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, tout ce que vous désirez. Bye. Beaucoup de bonheur. Serge, je vous souhaite une bonne et heureuse année ainsi qu'à la famille. A real happy new year to you and your family and don't forget the kids. Thank you. Happy deal. Bonjour mon Serge, bonjour Louise, bonjour Sophie. Et je vous présente votre surprise celui-là. Et puis bonne et heureuse année à vous tous. J'aimerais bien ça vous voir tous ensemble. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour tout le monde, bonne année tout le monde. J'ai hâte de vous voir. Salut, salut. Hey, fatigué, tu vas voir. Bonjour. 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 Si jamais vous voulez avoir de la visite cet été, vous nous téléphonerez. Vous avez de la visite, Ça va la musique, maman? On sait où vous êtes. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bonne et heureuse année. Puis Annie, elle a un petit mot à dire. dis-le, Julie, en anglais, ouais. Oui. Reste bien, Bonne annonce, oui. Sarah, Jean, Chérie, bonjour. Bonne année.
pareil. Salut! Bonne année à toute la famille. Hey, proche, je veux. Qu'est-ce qui est pas plat? Bonjour Serge, oui. Charles, chérie. C'est dommage que vous ne soyez pas avec nous autres. Le punch est si bon. Bonne année à tout le monde. Je vous embrasse. Aïe, aïe. Est-ce quelqu'un qui fait, monsieur? Happy New Il y Year. a 3 cendriers. Bonjour Serge. Bonjour Louise. Charles, chérie, Sarah. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. On aurait bien aimé ça que vous soyez avec nous autres, mais comme nous autres, on aurait aimé aller vous voir, mais c'est les circonstances. Bonjour. Bonne année à tout le monde. Bien. Hey, moi, mon berger. Jamais vu un tour de même. Hey, toi, tu vas bien? Ça va, pas d'eau? Bon, ben, salut, hein? Hey, j'ai remarqué les cigarettes dans le char de Bruno. Comme on a bien dans le payage, dans la guerre. Jésus
je devrais mettre la réaction biliaire. L'année prochaine. Donne en haut. Si je donne un micro, hein. Tournez un peu, je fais un feedback. Bonsoir. C'est bien autre part que la du tour de galerie.
J'ai commencé à 10 h le matin. Regardez, même pas de poil comme mon oncle. Oui. Ben, je vais pas. Je vais y aller demain, mais pas demain. Peut-être demain, je sais pas, en fait, d'ici 4-5 jours, là. Mais, non. J'ai pas de chauffage, là, puis j'ai pas de... J'ai pas là-bas, mais j'ai pas d'eau, j'ai rien, là. J'ai tout coupé ça. Mais je vais monter aller voir qu'est-ce que ça fait l'hiver. C'est quoi, là?
Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome, à Montréal. Je suis en compagnie de Monseigneur Bernard Hubert. Bonjour, Monseigneur, qui, jusqu'à vendredi, était président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. De même que de M. Louis-Edmond Hamelin, spécialiste des affaires du Nord. Bonjour, M. Hamelin. Bonjour, Bernard. Alors donc, le pape Jean-Paul II est un homme de parole. Je pense qu'il n'y a personne qui en doute. Le pape Jean-Paul II tient promesse 3 ans après sa visite au Canada. Donc, il remplit sa promesse de revenir au pays pour visiter les Autochtones des territoires du Nord-Ouest, les éléments à l'époque l'en ayant empêché de le faire. En quittant le Canada au mois de septembre 1984, le pape, qui était ravi de son séjour au Canada, avait quand même fait part d'une grande déception. Et là, je vais le citer, il avait dit « parce que le plus beau moment du voyage n'a pas eu lieu ». Et il était tellement déçu qu'à ce moment-là, il s'était réinvité à revisiter ou à visiter, si vous voulez, ces Autochtones des territoires du Nord-Ouest. Et c'est un peu ce qu'il va faire aujourd'hui. Il reste qu'on me dit que l'avion qui transporte le pape en provenance d'Edmonton a une douzaine de minutes de retard reste de toute façon, Monseigneur Hubert, qui est à peu près acquis que le pape, cette fois-ci, va arriver à atterrir, d'autant plus qu'il y a des systèmes de radar qui ont été installés, qui, s'il l'avait été à l'époque, auraient permis au pape de venir. Donc, il est acquis que le pape va venir à Fort Simpson, finalement. Oui, et puis personnellement, comme ce qu'on m'avait dit dans la préparation, c'est qu'en septembre, c'est exceptionnel que la brume empêche un avion d'atterrir. Alors, on avait été vraiment malchanceux en 84 et que, vraisemblablement, ça pourrait se faire. Alors, avec l'équipement qui a été ajouté, je pense qu'on va vivre ces heures-là qui sont certainement des heures qui ont été très désirées par les populations indiennes et inuites, mais qui vont avoir des répercussions sur l'ensemble de la vie au Canada, je pense. Monsieur Hamelin? Oui, bien moi, c'est peut-être heureux, dans le fond, que le pape n'ait pas pu venir en 1984, parce que ça donne à la visite d'aujourd'hui une dimension vraiment exceptionnelle, à la partie proprement religieuse, sanctifiante, réelle. Ce qui va se passer aujourd'hui s'ajoute à un mythe, de sorte que le pape véhicule déjà des éléments mythiques. Nous sommes dans les territoires du Nord-Ouest. Est-ce que le pape viendra pas? Là, apparemment, il va venir. Est-ce que le pape, tiendra sa parole? Est-ce que le pape tourne le dos aux Blancs? Est-ce qu'il tourne le dos aux organisateurs amérindiens, etc.? De sorte qu'il y a un élément mythique qui va descendre de l'avion tantôt, en plus de l'élément du Saint-Père lui-même, l'élément réel. Bien, il y a quelque chose de très réel. Là, pour l'instant, on va aller se retrouver à Fort Simpson, donc à 500 km du cercle arctique, où Sa Sainteté va séjourner pendant environ 5 heures, donc à Fort Simpson. Les images que vous voyez là sont en direct. On me disait tantôt qu'à Fort Simpson, il avait commencé à pleuvoir. Il y a peut-être pas encore de brouillard, mais enfin, il avait commencé à pleuvoir et que c'était relativement frais. Ces 5 heures que va passer Sa Sainteté à Fort Simpson, ça consiste à quoi? C'est une rencontre avec les Autochtones des territoires du Nord-Ouest. Il y aura une rencontre avec les chefs autochtones, après quoi il prononcera un discours. Et puis ensuite, le pape célébrera la messe sur le site même où il devait le faire il y a 3 ans, lors de ce rendez-vous manqué de Fort Simpson. Messe au cours de laquelle, évidemment, Jean-Paul II prononcera une homélie. Depuis 3 jours, James Bambert, mon camarade de travail, est à Fort Simpson déjà. Bonjour, James. Bonjour, Bernard. Alors, il paraît qu'il ne fait pas très beau en ce moment à Fort Simpson. Bien, je dois vous dire que les 2 derniers jours ont été très beaux. Et puis ce matin, avec le lever du jour, eh bien, le soleil nous a laissé. Il ne s'est pas levé, il a commencé à pleuvoir. Il fait un vent assez frisquet du nord-ouest, mais c'est quand même, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de brouillard, le pape s'en vient, ça c'est certain. Tout ce qui reste, c'est qu'on va devoir, pour certains d'entre nous, travailler sous le parapluie, et pour certains des Autochtones, eh bien, voir et entendre le pape sous des tentes de fortune que vous voyez peut-être derrière nous. Alors, qui est à côté de vous? Présentez-vous-nous votre invité. Eh bien, vous ne vous douteriez peut-être pas qu'il s'agit là d'un missionnaire, parce qu'il est habillé en costume de tous les jours. C'est le père Jean Pochat. Le père Pochat est un missionnaire ici dans le Nord depuis 32 ans. Il travaille surtout dans la tribu. Dans quelle tribu, père Pochat? La tribu d'Ogrib, au nord-ouest de Yellowknife. Et puis, le père Pochat était ici en 84 et il a passé quelques jours, il est ici à Fort Simpson depuis quelques jours. Comment est-ce que se compare l'atmosphère de 84 à l'atmosphère de 87? D'abord, en 1984, il y avait un brouillard très épais, il faisait très froid et nous avons eu un voyage assez dur, pénible pour venir. Et nous avons attendu le pape dans le brouillard.
il venait pas, c'était incertain. Tandis qu'aujourd'hui, même s'il pleut un peu, c'est sûr que le pape va arriver. Et les gens s'attendent à ce que le pape vienne maintenant dans quelques minutes. Et les préparatifs ici, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 derniers jours? Je sais qu'il s'est passé des choses. Je vous ai rencontré hier soir et avant-hier soir parmi les gens de votre tribu là-bas. Quelle sorte de préparation spirituelle y a-t-il eu pour cette visite maintenant certaine? La préparation spirituelle a commencé il y a déjà 5-6 mois, depuis que nous avons su que le pape viendrait certainement à Fort Simpson. Et évidemment, le voyage, les préparations matérielles, et ensuite l'attente d'un chef spirituel qui vient nous visiter. Et dans tout un travail psychologique qui se fait dans les esprits et qui s'est terminé depuis 3 jours, puisque tout le monde est ici. Il y a un grand rassemblement de différentes tribus. Et la rencontre des gens qui ne sont pas vus depuis 2-3 ans, des gens qui sont frères et sœurs par race et qui sont heureux d'être ensemble, de vivre ensemble ces moments de visite. Oui, on me dit, Bernard, qu'il y a ici, sur le site aujourd'hui, environ 5000 personnes, ce qui serait un peu plus qu'il n'y en avait la dernière fois. Est-ce que c'est exact? La dernière fois, je pense qu'on a évalué à peu près à 3000, 3200. Et je crois que 5000 est assez exact. C'est-à-dire que, donc, il y a eu plus de préparatifs, on a pu convaincre plus de monde de venir cette fois que la dernière fois? Pourquoi plus de monde aujourd'hui que la dernière fois? La dernière fois, c'était la première fois et c'était un peu l'incertitude. Maintenant, les gens savaient où ils allaient, on s'est préparé matériellement très bien et on savait où on allait, on savait qu'est-ce qui allait se passer, les gens avaient une certaine sécurité à venir. Et ensuite, comme c'est la seule place au Canada où le pape va venir et visiter les gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus du sud, du Manitoba, Saskatchewan, Alberta, BC et Yukon. Et même jusque du Québec, j'en ai rencontré quelques-uns là-bas qui viennent du Québec. Vous êtes venu avec... Oui, ici, on doit servir également de guide aux gens qui s'interposent entre notre caméra et nos invités. Ça va arriver de temps à autre, mais c'est la manière de faire les choses ici. Dites-moi, vous venez de loin? Votre village? Notre village est à peu près à 7 heures de route. 7 heures de route de Fort Simpson. Quelques 450-500 km à peu près. Et on ne peut pas y venir par voie d'eau, hein? On pourrait, mais c'est très loin. Il faut traverser le Grand Lac des Esclaves et ça ferait très loin. Et c'est à ce temps-ci de l'année, c'est assez dangereux à cause du vent. Bon, Père Pochat, je vous remercie. Nous allons retourner à Montréal, à Bernard de Rome. Merci, James, tout à l'heure. Merci, Père Pochat. Comme disait le Père Pochat tout à l'heure, la dernière fois, en 84, c'était la première fois. Et cette première fois qui n'a pas eu lieu, surtout lorsque cette voix très froide d'un haut-parleur est venue, si vous voulez, jeter une douche encore plus froide sur ces Autochtones, ces 3200 Autochtones qui attendaient la visite du pape. Et on va peut-être ensemble revivre ces moments-là, si vous voulez. That the papal aircraft has now gone to Yellowknife. It will stay there for an undetermined period until the fog has lifted, and that to us shows the anxiousness of the Holy Father to meet with the Aboriginal peoples of Canada. He is going to make every effort to land and meet with you here. Ben voilà, l'avion papal, donc, on annonçait qu'il était retourné à Yellowknife, qu'il y resterait pour une période indéterminée jusqu'à ce que le brouillard se lève, ce qui n'a jamais été le cas. Et on parlait de cette détermination de Jean-Paul II à rencontrer les Autochtones du Canada. Et on disait à ce moment-là qu'il allait faire tous les efforts nécessaires. Il reste que, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions, même dans le clergé, Monseigneur Hubert. Je pense que les évêques étaient un peu déçus. Il faut dire qu'en 1984, le pape était venu pour 10 jours au Canada et il visitait évidemment de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Alors, quand il était question de la visite chez les Autochtones du Nord, il a fallu faire ça très vite. Et c'était pas facile d'arriver à un consensus. Les évêques auraient privilégié, eux, plutôt Yellowknife parce que c'est un centre plus grand et l'accès, d'après ce qu'on nous disait, était plus facile. Les Indiens privilégiaient Fort Simpson. Alors, il y a eu un ralliement. Tout le monde a dit, bon, mais il faut prendre une décision. Et quand même, on se disait, bien, est-ce que c'est le meilleur endroit? Est-ce que la signification de ce voyage va être bien saisie? Et quand ça s'est soldé par
un échec. délai, Enfin, un délai, en tout cas. Sur le... Je me souviens qu'un évêque du Nord, qui est maintenant décédé dans un accident d'avion en pleine course apostolique, Monseigneur Robidoux, avait dit « Les gens du Sud vont apprendre que dans le Nord, on ne contrôle pas la température, c'est le Nord qui nous contrôle. Alors, il faut vivre avec les éléments de la nature. » Alors, pour lui, comme pour plusieurs autres, là, il y avait quelque chose d'inéluctable. On ne pouvait pas changer cette destinée-là. Et comme M. Hamlet le disait tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est que les Indiens qui étaient là, qui étaient très déçus, là, ils se sont organisés et finalement, eux aussi ont tiré une leçon de ça. Et je pense que vous faisiez allusion à ça, le message qu'eux avaient tiré de cet échec apparent. Je crois que le positif de ce voyage raté, c'est que les Amérindiens ont quand même réalisé l'objectif d'être ensemble. Un Amérindien, c'est pas un homme isolé, c'est un homme qui fait partie d'une communauté et il adore chaque occasion qu'il a, surtout quand c'est des grandes occasions comme aujourd'hui, de se rassembler. Or, 84 avait permis ce rassemblement. Et cette espèce d'intimité culturelle a certainement été le bon point du voyage de 1984 parmi les Amérindiens. Ben, je pense qu'il y a une réalité parce qu'on aperçoit à l'écran ce Boeing 737 du gouvernement du Canada à bord duquel se trouve le pape Jean-Paul II qui atterrit enfin avec 3 ans de retard à Fort Simpson dans les territoires du Nord-Ouest. Un vol qui, en principe, dure 90 minutes. Le pape a pris l'avion il y a 1h30. En principe, à 8h30, heure d'Alberta. Donc, pour faire ce trajet qui dure environ 1h30, le pape est arrivé hier soir à Edmonton en provenance de Détroit. Il a mis fin à son séjour de 10 jours aux États-Unis. Il est arrivé hier soir, il a passé la nuit dans un couvent des Sœurs Grises d'Edmonton et dès ce matin, donc à 8h30, il s'embarquait à bord de ce Boeing 737 du gouvernement canadien. Le pape, donc, qui vient, tout comme il l'a fait aux États-Unis au cours des 10 derniers jours, qui vient finalement au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest, en pèlerin. C'est un pèlerinage, c'est une visite pastorale, Monseigneur Hubert. Oui. Chacune des visites que le pape a faites depuis son avènement, sa responsabilité d'évêque de Rome, là, il a toujours bien indiqué que c'était une visée pastorale et il situe sa mission dans la mission même du Christ, qui lui aussi est allé visiter des gens. Alors, il considère que pour accomplir sa mission qui est universelle, qui a des incidences partout dans le monde, là, ça lui prend des contacts directs avec les différentes populations dans le monde. Alors, il inscrit, au fond, ses voyages dans la solidarité avec les évêques. Il ne vient pas remplacer les évêques des pays qu'il visite, mais dans la fraternité avec eux, il vient accomplir le rôle qui lui est propre en tant que chef de l'Église catholique, comme pasteur de Rome. On peut comprendre quand le pape avait dit en 84, au fond, j'ai peut-être raté le plus beau moment du voyage. Bien. On est là à Fort Simpson. Peut-être on peut parler de Fort Simpson, parce que c'est quand même très beau pour le pape de voir cette magnifique rivière qui s'appelle le Mackenzie. Et le Mackenzie, c'est notre nom. C'est pas, somme, le nom des Amérindiens. Le nom d'Amérindiens, on va probablement le voir, somme, tantôt sur des pancartes, c'est Decho pour le Mackenzie. Mais étant donné qu'il y a plusieurs ethnies le long du Mackenzie, on change de nom. Donc le Mackenzie, somme, un peu plus en aval, s'appelle Kotcho. Mais c'est en fait les mêmes langues, la même famille, grande famille, une somme de langues atapascanes qui permet quelques variantes, somme, d'une à l'autre. Cela influence considérablement sur l'action missionnaire, comme on pourra voir tantôt. Donc on est à Fort Simpson, dans cette confluence. Je m'imagine que le pape va pouvoir au moins voir cette confluence de deux grandes rivières et va également voir ces falaises que les Indiens connaissent beaucoup et falaises qui sont l'objet d'actes spirituels, parce que la spiritualité indienne, elle n'est pas simplement, je dirais, papale et catholique, elle est également une communion très intense, en somme, avec la nature, que le pape, en somme, va certainement se souligner tantôt d'une façon, en somme, particulière. Oui. Donc, on est dans un milieu déjà spirituel, en somme, qui attend le pape. Oui, d'ailleurs, ce qui est prévu dès l'arrivée du pape sur le territoire
du tépi, là, de la tente indienne, ce sont des bénédictions. Bénédictions des éléments de la nature. Le feu, l'air et le vent, la terre, évidemment, qui, pour les Amérindiens, a une signification très profonde sur le plan anthropologique. Bénédiction aussi de l'eau, puisque les rivières, pour les Amérindiens, sont source de vie et d'alimentation. Alors, le pape va commencer par bénir ces éléments-là, et les prières qui ont été préparées sont magnifiques, d'ailleurs. Magnifiques. Pendant qu'on déroule le tapis rouge, le pape ne quittera pas l'avion immédiatement. Iront le rejoindre Monseigneur Denis Croteau, qui est archevêque ou qui est évêque du diocèse de Mackenzie-Fort Smith, où a lieu la visite de Jean-Paul II, accompagné du chef du protocole du gouvernement fédéral. Il faut bien dire que l'hôte, enfin le pape vient au Canada, mais l'hôte où il y a des hôtes, ce sont les Autochtones des territoires du Nord-Ouest, de même que la conférence des évêques du Canada, n'est-ce pas, Monseigneur? Ce sont les évêques du Canada qui ont préparé le voyage, mais l'hôte est l'évêque du lieu, c'est Monseigneur Croteau, qui est un jeune évêque. Il a été ordonné l'an dernier. Il a succédé à Monseigneur Piché, qui avait été là 25 ans, responsable de l'église de Fort Smith-Mackenzie. Alors, Monseigneur Croteau et la conférence des évêques ont travaillé conjointement, mais avec les leaders indiens, pour la préparation de ces quelques heures de visite du pape à Fort Simpson. Alors, dans l'Église, l'évêque du diocèse est le premier pasteur. Alors, évidemment, quand le pape est là, étant donné qu'il est le chef de l'Église universelle, c'est le pape qui a préséance. Mais la conférence n'est qu'une association des évêques, et ce n'est pas le président des évêques qui est présent quand même, qui accompagne la suite papale, qui va accueillir le pape, c'est l'évêque du lieu, Monseigneur Croteau. Et voici Madame le gouverneur général du Canada, Jeanne Sauvé, en compagnie de son mari, l'honorable Maurice Sauvé, qui vont accueillir sa sainteté. Madame Sauvé, qui avait reçu officiellement le pape en 84 lors de son arrivée au Canada, ça s'était fait à Québec. Madame Sauvé qui avait dit « Le monde est en désarroi, et comme des enfants, nous sommes à la recherche d'un père, d'un leader adulte. » Madame Sauvé qui avait ajouté « On vous reçoit comme un prophète, parce que vous êtes plus important que n'importe quel autre chef contemporain. Vous avez réussi à identifier les causes de l'anxiété universelle. Ce sont les propos, c'est le propos qu'elle avait tenu à Jean-Paul II lors de son arrivée au Canada. En fait, je pense que c'est une perspective qui est exacte. Et d'après moi, le Saint-Père représente un peu Gandhi chez les Amérindiens. C'est un homme de cette dimension. C'est pas un chef politique ordinaire, c'est pas un chef humain ordinaire non plus. C'est une présence communicative, morale, animiste, si je peux employer cette expression. Je crois que les propos de Mme Sauvé étaient dans le ton. Je ne sais pas si elle a les mêmes propos aujourd'hui. Là, elle est en tant que représentant de la reine. Oui, il faut dire qu'au départ, je pense qu'il y a eu un petit désaccord entre les Dénés et le gouverneur général du Canada, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, le pape vient nous visiter à Fort Simpson, ça n'a rien à voir, c'est nous qui le vient voir, ça n'a rien à voir, pourquoi la présence du gouverneur général du Canada. Et finalement, on a fait comprendre aux Autochtones que, bon, le pape étant évidemment le chef de l'Église, mais en même temps le chef d'un État, le plus petit État du monde, du reste, il est bien normal que le chef de l'État canadien, où se retrouve le pape, ne serait-ce que pendant 5 heures, il est normal que le chef de l'État y soit. Finalement, il n'y a plus de désaccord. Ça s'est réglé. Oui. Évidemment, la personne la plus populaire dans les territoires du Nord-Ouest était la reine. Et maintenant, ça devient le pape. Donc, je pense que la présence de Mme Sauvé, c'est un peu pour équilibrer les forces politiques supérieures au Canada. Je pense que Mme Sauvé, dès hier soir, a eu des mots, parce que ça fait quelques jours, je pense qu'elle séjourne dans le territoire du Nord-Ouest. Elle est allée aussi à Edmonton la semaine dernière, et je crois qu'elle arrivait hier à Fort Simpson. Alors voilà le pape. Ben voilà Jean-Paul II, oui, qui, enfin, pose les pieds dans les territoires du Nord-Ouest. Accueilli donc par Madame le gouverneur général, Jeanne Sauvé. Et vont accueillir sa sainteté une quarantaine de personnes, des chefs de bande, des aînés, des doyens des bandes indiennes, des dirigeants des territoires du Nord-Ouest également.
L'honorable Sauvé qui dit au Saint-Père, je suis heureux de vous revoir. Et puis ensuite, on va lui présenter le chef Gérald Antoine, ce jeune chef qui a à peine 30 ans, qui entreprend un deuxième mandat de 2 ans à la tête des Dénés de Fort Simpson. Ici, c'est M. et Mme Nick Sebeston. Ah, c'est M. Sebeston. Oui. Ah, donc, qui est le ministre. On aperçoit Monseigneur Croteau. Oui, et M. Antoine. Et Mme Antoine. Ah, les voilà. Donc c'est le jeune chef d'aîné, c'est exact? Et une série, ce qu'on appelle chez les Autochtones les aînés. Quelle est la signification de ces aînés? En anglais, on dit des elder people. Ces aînés, ces doyens, Je pense qu'il faudrait traduire ça par sage et non pas par les personnes un peu âgées, parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas très âgés là-dedans, mais c'est des gens qui sont reconnus, sociologiquement reconnus dans leur village. Il va en avoir 26 qui ont été choisis par les villages et qui vont être présentés au Saint-Père. Ces 26-là sont des gens qui accordent beaucoup d'importance à la spiritualité, au silence, à la communication, à la paix. Je crois que le Saint-Père va être très sensible à rencontrer ces gens-là qui sont des communicateurs dans les villages. Ce sont des gens qui sont une force spirituelle, et avec évidemment le curé du village et le chef de bande. Mais ils ont un rôle bien particulier. On a ça aussi dans les populations indiennes qui sont dans le sud de Kahnawake, par exemple, tout près de Montréal, dans le diocèse chez moi. Il y a le conseil de bande et il y a aussi ces elders ou ces sages qui sont là et qui jouent une influence considérable dans la vie sociale d'un milieu. Donc il y a plusieurs forces politiques, structures politiques, si je peux dire, et d'autorité chez les Indiens. Il y en a au moins 3 ou 4 qui sont parallèles et c'est assez difficile pour un Blanc de trouver la limite et de faire la démarcation des pouvoirs de chacun, mais entre eux, ils le savent très bien. Est-ce que vous diriez que c'est la dimension de communauté, c'est la dimension de famille qui s'exprime à travers cette influence de diverses personnes? Il y a même quelqu'un qui vient de lui remettre un présent, et c'est pas le seul qui sera échangé au cours de la journée. Je m'excuse, Monseigneur. Oui. Oui. Ah oui, mais ça, l'échange des présents, ça me fait partie des grandes cérémonies des Amérindiens. Il y a des noms particuliers pour cela, et en plus des cadeaux officiels, il y aura des cadeaux personnels que les gens remettent avec beaucoup d'amour. Il y a certainement une très grande émotion chez ces personnes-là. Et je suis sûr que quand ils retourneront dans leur village, ils vont devenir un peu sanctifiés. Oui, après la présentation à ces sages, comme vous aimez bien les appeler, ou enfin, d'autres parlent d'aînés, mais à ces sages, il y a également certains chefs des leaders autochtones. Un peu plus tard, à Fort Simpson, c'est-à-dire à l'endroit même où se déroulera la cérémonie, Sa Sainteté aura l'occasion de s'entretenir privément avec ces dirigeants autochtones du pays, donc avec les Premières Nations, avec les Métis, avec les Inuits. Alors, il reste que le pape est en territoire Déné, n'est-ce pas? Ah oui. Les Dénés sont des Indiens inscrits. Oui. Les Dénés veut dire homme, d'abord au départ. Ça peut correspondre un peu à Inuit chez les Inuits. C'est des gens qui se définissent comme étant vraiment des succès de l'Homo sapiens. Il y en a des gens qui ont signé des traités, il y en a quand même des gens qui n'ont pas signé. Donc il y a toujours des Indiens dits, suivant une expression un peu bizarre, des Indiens traités et des Indiens non traités, c'est ceux qui n'ont pas signé. Mais les Indiens d'aînés en particulier avaient signé un traité à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Alors ces Dénés, c'est peut-être parmi ceux qui sont le mieux organisés, n'est-ce pas, chez les Autochtones? Ah, ben là, c'est difficile. Il faudrait distinguer suivant différents plans. Jusqu'à récemment, ils n'étaient pas les mieux organisés au plan politique. Mais avec le leader Nick Sebeston, qui est député de la région
Rivière-Rouliard et Fort Simpson lui-même, lui, cet homme-là, ça m'a pris l'initiative et a fait beaucoup développer la voie politique organisée, la voie politique officielle. Nick Sibiston est peut-être sage personnellement, mais ne fait pas partie du groupe des sages. Il joue dans une autre structure politique, il est leader du gouvernement à Yellowknife. Donc il occupe une importance très considérable. Ce n'est plus un blanc, c'est un des nés. Vous avez remarqué que cette fois-ci, il n'y a pas de pape mobile, mais c'est plutôt une bonne grosse voiture américaine. Enfin, c'est la limousine à laquelle on fait appel. Il avait été prévu de faire une rencontre qui soit vraiment centrée sur le site même, là où est la tente indienne, avec le dialogue du pape et des chefs indiens. Ensuite, son allocution et la célébration eucharistique. Alors, comme on est très limité dans le temps, il a fallu évidemment réduire au minimum les activités possibles. C'est pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas eu de discours de bienvenue. Tout se fera sur le site même. Et il y a un minutage. On signalait tout à l'heure qu'il y a déjà un léger retard. Je sais que le pape doit repartir ce soir d'Edmonton. Évidemment, cet avion va l'attendre. Ce n'est pas un avion de ligne. Mais comme il a déjà vécu 10 jours aux États-Unis, c'est beaucoup de fatigue pour lui. Alors, il avait été déjà prévu dans l'organisation que ce serait minimal comme organisation. Alors, normalement, on va se rendre directement au site et la célébration va commencer, non pas la célébration de l'Eucharistie, mais la célébration de la rencontre par des bénédictions, des éléments. Et le pape va utiliser beaucoup d'éléments culturels des Amérindiens. Alors, il va se situer face au sud pour bénir le feu, face à l'ouest pour bénir le vent et l'air, face au nord, parce que le territoire s'étend vers le nord. Fort Simpson est presque dans le sud de ce qu'ils appellent le Denandi, là, la terre des Dénés. Alors, déjà, sa position physique va chercher des éléments de la culture. Et M. Hamelin, tout à l'heure, dans la conversation, signalait comment, pour ces Indiens-là, les éléments de la nature ont une signification beaucoup plus grande que celle de l'utilité. En particulier celle du feu et celle de l'eau. C'est ça. C'est déjà très difficile d'avoir choisi les 4 points cardinaux pour chacun de ces grands éléments. Le principal, c'est le feu. Le principal, c'est le feu, et le feu est vers le sud. Ça va très bien dans la mythologie des Indiens de la vallée du Mackenzie, suivant, en fait, un oblat, d'ailleurs, célèbre, le père Petito, qui avait étudié ces systèmes culturels à la fin du 19e siècle. Et là, le feu, on pourra peut-être revenir tantôt là-dessus, parce que le feu signifie tellement chez les Amérindiens. Il y aura plusieurs types de feux, probablement, aujourd'hui, à la cérémonie. Il y a des feux pour se réchauffer, mais il y a aussi des feux symboliques. On va probablement, pendant la cérémonie du pape, entretenir des feux avec des offrandes, en jetant, dans le feu, des petits bouts de viande, etc., ou d'autres bouts de culture indienne, pour que rien de fâcheux n'arrive au pape, pour que ce soit un succès, pour que les Amérindiens communiquent entre eux. Donc, il y a là des éléments spirituels. Un feu chez un Amérindien, c'est pas un feu ordinaire, c'est pas un feu de camp d'un chasseur. Il y a là une communication extrêmement belle, extrêmement grande. Donc, c'est un des 4 éléments. Maintenant, peut-être qu'on pourra en profiter actuellement pour dire que le pape est à peu près 10 km au sud de Fort Simpson. Il y a 2 aéroports à Fort Simpson. Il y en a un qui est dans le petit village. Et cet aéroport-là a été complètement occupé par les tentes des Amérindiens, par l'organisation du pèlerinage. Et l'aéroport principal se trouve à 10 km. C'est celui-là qui a accueilli le pape tantôt. Et le pape, donc, va monter un petit peu vers le nord. Cet aéroport est au sud. Il va traverser ce même petit pont, parce que Fort Simpson est sur une île du Mackenzie. Donc, le gouvernement fédéral a réuni par une île, par un pont, cette île, au continent. Et le pape, donc, fera cette chose-là. Il va voir à sa droite l'arrivée de la rivière Auliard, avec une très belle falaise entre les 2 rivières. Je suis bien sûr que le pape va voir là un élément naturel, sans doute, mais un élément naturel qui est très beau à voir. Alors, le pape quitte, je m'excuse, et avant d'arriver au site, on mettra environ une quinzaine de minutes. Donc, il va apercevoir cette falaise, donc la rivière Auliard, la rivière aux peupliers. C'est ça. Et en fait, il va arriver au Mackenzie. Maintenant, on a aussi les drapeaux qu'on voit. Oui. Évidemment, il y en a qu'on identifie,
Mais à côté du drapeau papal, c'est le drapeau du DND. À gauche ou à droite? À droite. À droite. Il y a là, un succès politique absolument extraordinaire parce que le DND n'est pas encore un territoire, qui a reçu une acceptation, une reconnaissance, politique. Donc, je m'imagine, que le leader du gouvernement, Nick Sibiston, est en arrière, de cette chance-là, qu'il a de montrer à la face du monde, à côté, des grands drapeaux du Canada, du pape et des territoires du Nord-Ouest, son pays futur, qu'il espère, le DND. Alors, j'imagine que c'est le Mackenzie qu'on voit? Oui, ben là, on voit la confluence. Ah ben oui. Avec les îles, il y a plusieurs îles à la confluence. Et c'est sombre un peu, évidemment, les nuages sont bas. Il ne semble pas pleuvoir trop. Il est 2 heures plus tôt, enfin, par rapport à l'heure de l'est, l'heure de l'est, oui. Oui. C'est un territoire qui apparaît très boisé. C'est pas la toundra dans cette région-là. Ah, non. C'est très au nord, c'est quand même très au nord. Parallèle, c'est le 60e? 62e. Maintenant, vous avez raison, on dit que c'est boisé. Et une des préoccupations d'été, c'est les feux de forêt. On n'a pas idée qu'il puisse y avoir de grands feux de forêt dans cette région. Mais oui, il y a de très beaux arbres, les liards, qui sont, comme vous dites tantôt, des genres de peupliers. Puis il y a aussi une très belle forêt dans la région. D'ailleurs, les grandes constructions qui soutiennent la tente indienne qu'on verra tantôt, qu'on voit actuellement, qui a 60 pieds, donc une vingtaine de mètres de hauteur, c'est des arbres qui viennent pas très loin, au sud des territoires du Nord-Ouest, ça vient de la Colombie-Britannique. Mais il y a là en fait une belle forêt qui fait partie, toujours au point de vue de la culture indienne, du paysage où sont les animaux, qui font partie eux aussi de la culture indienne. Il y a là en fait une concentration d'éléments, il y a là une vie, on vit avec la nature et quand on dit que la nature fait partie de la culture, c'est très vrai, à Fort Simpson. Donc, on a reconstitué ce même tipi de 1984, finalement. C'est le même. Il n'avait pas été défait, hein? Il n'avait pas été défait? Dans les discussions qu'on a eues au début de 1987, ce qui a joué beaucoup en fonction de Fort Simpson, c'était évidemment, on voulait compléter la visite de 84, mais que les aménagements étaient encore sur place. Alors, c'est une façon de rappeler au pape, de lui dire, ne n'oubliez jamais pas, parce que là, maintenant, c'est très vrai. Jean-Paul II va arriver sur le site même où se déroulera cette rencontre avec les Autochtones, où on va rejoindre tout de suite James Bambert. Alors, James? Oui, bonjour Bernard. D'abord, je voudrais me permettre de vous annoncer une bonne nouvelle. La pluie a cessé. Bravo. Et lorsqu'on regarde vers l'ouest, eh bien, il y a une éclaircie. Et sans vouloir jouer au prophète, j'aimerais peut-être vous annoncer que vers l'heure du midi, il fera ici beau. Pensez-vous qu'il va faire beau sur l'heure du midi? Je parle actuellement... J'espère bien. Bien. Monsieur Joseph Iron connaît bien la température. Il a déjà chassé. Il a déjà vu les forêts. Il connaît un peu la nature d'ici. Vous venez de quel endroit, Monsieur Joseph Iron? Du nord-ouest de Saskatchewan. De quel endroit précisément? Meadow Lake. Et vous êtes de quelle nation, de quelle tribu? Un Cree indien. Oui. Et vous êtes venu ici comment? En autobus. Oh, mais c'est un long voyage du nord de Saskatchewan jusqu'ici? Plusieurs jours que vous avez voyagé pendant plusieurs jours? 20 heures, je pense. Oui. 20 heures. Et est-ce que vous étiez venu en 1984? Oui. Vous avez dû être fort déçu cette journée-là que le pape n'est pas venu, hein? Oui. Et vous avez pris la chance de revenir. Pourquoi est-ce que vous tenez tellement à venir voir le pape? Parce que j'aime le pape et j'aimerais voir en personne, parce que quand dans la vision je vois, j'aimerais mieux de voir en personne. Et quand vous le voyez tout à l'heure, vous allez le voir en personne, quand vous le voyez à la télévision, qu'est-ce que vous en pensez de ce pape que vous voulez tant voir en personne? Qu'est-ce que vous en pensez du pape? Quel homme, qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Ça me fait, comment je compte, faire plaisir, hein? Ça me fait plaisir de le voir, hein? C'est pour ça que j'aimerais voir en personne. Est-ce que vous êtes venu ici avec des membres de votre famille? Juste
un petit garçon. Oui. Dites-moi, où est-ce que vous avez appris votre français? Le français, c'est très rare ici. Dans le temps, il y a plus que 60 ans que j'ai appris à Beauval, parmi les sœurs et les pères. Bon, alors, nous vous remercions de vous être rendus jusqu'ici. Et maintenant, comme il fait un peu frisquet, vous pouvez retourner voir vos gens sous une tente de fortune. Et puis, en attendant le pape. Je vous remercie, Monsieur Aaron. Merci beaucoup. Merci. Alors, Bernard, c'était Monsieur Joseph Aaron qui a fait un long voyage pour venir ici voir le pape, son deuxième voyage, comme vous l'avez vu, puisqu'il était venu en 1984 pour le rendez-vous manqué. Mais cette fois-ci, le rendez-vous, pour lui, sera un rendez-vous réel et qui va survenir tout à l'heure. Oui, merci James, à tout à l'heure. Alors, Sa Sainteté est en route pour ce site. On peut peut-être faire quelques commentaires sur la tente qu'on voit dans le moment. C'est une tente évidemment stylisée et on peut comparer avec les autres tentes qui sont à côté, qui représentent plusieurs tiges qui sortent en fait de la tente et c'est l'endroit en fait où le feu sort généralement en faisant le feu à l'intérieur de la tente. Évidemment, la tente du Saint-Père, c'est une tente un peu spéciale. Il y a 3 mâts. Il y en a toujours plus en fait dans la réalité. Probablement que ces 3 mâts-là représentent la Trinité ou quelque chose disons, de religieux là, que les évêques ont peut-être voulu exprimer. Cette tente-là va être à la fois le lieu de la cérémonie religieuse et le lieu de la cérémonie sociologique. C'est là, en fait, que le Saint-Père doit rencontrer des groupes d'Amérindiens et c'est là aussi qu'il célébrera la messe, probablement. Oui. Donc, ça fait bien le nord, ça aussi, que le même édifice serve à plusieurs fonctions et pas simplement comme des fonctions d'église comme étaient les églises dans la vallée du Saint-Laurent, comme quand j'étais jeune. Once again, ladies and gentlemen, how it's going to work, that the motorcade will come around and His Holiness will come down the center aisle. When the motorcade gets directly behind the podium on the highway and coming around through town, the drummers that are standing directly behind me will begin singing the welcome song. Alors c'est ça, on rappelle aux Autochtones que le cortège s'approche du site en question et que dès que le pape arrivera sur le site de la cérémonie, on entendra des bruits de tambour, le son du tambour. Un chant de bienvenue. Un chant de bienvenue, oui. Donc, ce sont surtout des dénés. Donc, nous sommes en terre d'aînés, n'est-ce pas? Oui. Et on retrouve surtout des dénés? Oui. Ben, en fait, les dénés font partie d'une grande famille linguistique, là, les Athapascans. Oui. Et le long de la vallée du Mackenzie, il y a à peu près une quinzaine de villages, quinzaine de peuplements amérindiens. Mais ils ne sont pas nécessairement tous exactement de la même langue. Les Dénés font partie, en somme, du clan des esclaves. Le mot esclave, en somme, enfin, un peu affreux. En réalité, c'est assez horrible, en effet. Oui, il ne s'agit pas là d'une situation sociale, il s'agit plutôt d'une situation psychologique. Les esclaves étant des gens, en somme, plus timides, dit le père Petito. Les cris, qui étaient des gens des plaines, somme un peu plus aventuriers, les traitaient de timides, les traitaient d'esclaves. Donc c'était une appréciation psychologique et non pas une relation de maître à esclave. Donc les esclaves font partie de 2 groupes. Un des groupes, c'est celui de Fort Simpson qui reçoit le Saint-Père aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a d'autres groupes. Tantôt, on a vu... On parle des lièvres, on parle des loucheux. James parlait tantôt des côtes de chiens, ou enfin des flancs de chiens. Oui, mais c'était celui dont parlait le père Pochat tantôt, parce qu'il était justement, il venait des Dogribes, il venait des flancs de chiens.
qui sont à l'est, au nord, à l'est de Fort Simpson, au nord de Yellowknife. Donc il y a là 5 groupes là, qui ne sont pas très loin de Fort Simpson et qui sont tous là ensemble actuellement. Mais dans la vallée du Mackenzie, au total, il y en a 3 ou 4 ou 5 autres groupes. Il ne faudrait pas oublier, ce sont les Inuits qui sont à l'extrême nord, en fait, de la vallée du Mackenzie. Donc c'est un milieu très, très multiculturel. Très multiculturel. Et les Dénés, c'est un mot générique qui tend à en englober le plus grand nombre possible. Mais avant, cette idée là, du Dénendé, de la terre du peuple, la terre des Dénés, c'était plutôt des groupes isolés. Alors retournez-nous-y, si vous voulez, sur cette terre des Dénés, en compagnie de James Mambert et de son invité, le Père Pochat. Oui, Père Pochat, nos invités à Montréal parlaient des différentes tribus. En quoi est-ce que la vôtre, que vous appelez les dog rib, ou encore flanc de chien, est-ce que vous préférez d'abord qu'on dise dog rib ou flanc de chien? Je préfère dog rib. Flanc de chien sonne assez mal en français. D'où vient ce nom dog rib ou flanc de chien? C'est une légende, comme beaucoup de légendes dans toutes les cultures mondiales, une légende, l'origine des flancs de chien ou dog rib, une transformation mythique entre des jeunes chiens à la race humaine, qui date de plus de 50, 60 000 ans, je pense. Et comment se faisait cette transformation dans le mythe? Bien, c'est un chaman qui avait un pouvoir spirituel et qui a transformé un groupe de petits chiens là, en hommes, un pouvoir magique, et ils sont devenus des humains. Et le chaman, c'est un sage, c'est quoi? Le chaman, c'est plutôt un chef spirituel, celui qui s'occupait de tout le domaine spirituel ou psychique dans le peuple indien, le peuple Déné. Vous dites qu'il s'occupait. Est-ce que cela existe encore, les chamans? Est-ce que vous en connaissez, vous? Oui, j'ai employé le temps passé, mais c'est très actuel encore. Dans chaque tribu, chaque groupe humain du Nord, il y a des chamans, des chefs spirituels qui ont le pouvoir de vision, le pouvoir de prophétie, le pouvoir de pouvoir voir l'avenir dans leurs rêves. Mais est-ce que cela peut nuire au travail d'un missionnaire ou l'aider? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Du reste, tous les chefs spirituels chrétiens sont chamans à l'origine. Et sont encore chamans. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir très spécial. Ils sont choisis par le peuple. C'est une espèce de vocation et ils deviennent par entraînement et par... Oh, c'est fini? Oui. Non, continuez. C'est par reconnaissance du peuple d'avoir un certain pouvoir spirituel, un certain don de rêve, de vision. Alors ce sont des gens qui peuvent vous aider? Ah, certainement, parce qu'ils sont reconnus par les gens, par le peuple, comme chefs spirituels, comme chefs vraiment qui connaissent la psychologie, l'âme indienne. Bon, nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir au cours des prochaines heures. Nous allons retourner à Montréal et à Bernard de Rome et ses invités. Oui, alors on dit que le cortège approche, et on me dit même, et je pense qu'on peut peut-être l'apercevoir à l'écran, vous allez voir ça à gauche de votre écran, on voit une espèce de flèche, là c'est un arc-en-ciel qui s'est mis de la partie pour signifier probablement cette grande visite, enfin que c'est terminé. C'est la lumière aussi. Et c'est la lumière en même temps. C'est la lumière et je pense que pour les peuples indiens du Nord, la lumière est un élément aussi qui a beaucoup de signification au plan spirituel et au plan de la vie quotidienne. La lumière, le feu, c'est le ciel. La lumière, le feu, c'est le ciel. Ouais. Maintenant, cet arc-en-ciel dont vous parlez, je ne sais pas si elle m'inquiète ou non, parce qu'on dit arc-en-ciel le matin, pluie dans le chemin. Donc, on n'est peut-être pas le matin, on est peut-être au midi, alors que arc-en-ciel le soir, c'est espoir. Donc là, comme on est au milieu du jour, je ne sais pas quel est le sens climatique vraiment de cet arc-en-ciel. Mais en autant que ça puisse maintenir ou contribuer à maintenir ou annoncer une température un peu potable pour les 3 ou 4 prochaines heures, c'est tout ce que les Autochtones demandent. C'est ça. On signalait tout à l'heure qu'il y a à peu près 5000 personnes sur le site. La densité de population est très faible dans ces territoires-là. Ça signifie que ça vient d'un peu partout, j'imagine. Oui, parce qu'à Fort Simpson, il y a à peu près 1000 personnes. Majorité de blancs, n'est-ce pas? Une petite majorité de blancs, 55% peut-être de blancs, 45% d'Indiens. Maintenant, le Fort Simpson, c'est un village du 19e siècle. C'était un village organisé par les grandes compagnies de fourrure. La compagnie de la baie du Son est là depuis 150 ans. Et le gouvernement fédéral avait fait des expériences agricoles dans cette région-là, et qui a duré pendant plusieurs temps.
C'est la danse des tambours. Alors, cette danse qu'on avait annoncée et qui signifie que Jean-Paul II n'est pas très loin. Oui, M. Hamelin, j'aimerais peut-être que vous expliquiez un peu quelle est la signification de cette symbolique-là, enfin de cette danse des tambours et ses origines. Vous m'en demandez beaucoup, mais je crois que... Pendant que le cortège s'approche du lieu de la cérémonie. Je crois que fondamentalement, c'est une chose de communication. C'est un instrument de communication, non simplement avec les gens là, qui font l'unanimité, qui dansent, mais avec la foule. Là. Et essayer de passer une espèce de fluide, d'intimité qui va préparer la foule à bien recevoir le Saint-Père. Je crois que c'est ça. Maintenant, sans doute que les pères missionnaires là, qui sont là peuvent aller beaucoup plus loin. Donc, il y a peut-être toutes sortes de façons de jouer de ces tambours, donc, et qui signifient des messages différents, n'est-ce pas, qui n'ont pas la même signification. Il y a plusieurs façons, parce que là, en fait, la foule ne danse pas, voyez-vous. Donc, ça doit être plutôt un truc de bienvenue, une espèce de tentative de communiquer déjà, en fait, quelque chose de somme d'important et de préparer les esprits. Alors, la limousine devant nous, à bord de laquelle se trouve probablement le pape. Et voyez ces foules derrière qui se déplacent, les mouvements de foule. Monseigneur Hubert, à titre de président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, vous avez été à même, vous-même, je pense, de négocier, si vous me permettez l'expression, les détails et les préparatifs de cette visite du pape dans les territoires du Nord-Ouest. Oui, déjà depuis plusieurs mois, avec mes collègues du bureau de direction de la conférence, nous avons travaillé avec les chefs indiens, avec les évêques du Nord, qu'on appelle, en particulier Monseigneur Croteau, qui est l'évêque hôte, le gouvernement canadien... On voit à droite de l'écran, là, oui. Oui, celui qui est en soutane violette, c'est l'évêque du lieu, Denis Croteau, un jeune évêque. Et le travail de la conférence a été, au fond, de faire la concertation entre les attentes des chefs indiens, des évêques du Nord, d'Europe et du gouvernement canadien. Alors, on a facilité le consensus et le jour où on a eu vraiment là une entente complète, tout le monde disait oui, on est d'accord sur ce projet-là. On l'a présenté au Saint-Père via la secrétaire d'État et à Rome, c'était déjà le mois de mai à ce moment-là, 1987, n'est-ce pas?
Je me demande, je m'excuse, si celui qui est à gauche de votre écran, à la droite du Saint-Père, n'est pas, M. Hamelin, Stephen Kakfouy, n'est-ce pas, qui est le grand organisateur, enfin, qui est l'hôte national de cette visite du pape dans le territoire du Nord-Ouest. C'est lui, c'est l'ancien chef d'Aînés, l'ex-président de la nation d'Aînés, qui avait tout organisé en 84. Et il n'est plus président de cette nation d'Aînés, mais comme il avait tout organisé, on lui a dit, écoute, en reconnaissance, tu as droit à ce titre d'hôte national d'Aînés pour les visites pontificales. Mais il y a quelques mois, il était même responsable de tous les conseils d'Indiens du Canada. Alors, ça a été l'interlocuteur principal dans la préparation de cette visite du pape à Fort Simpson. Bon, et voici cette place du monument. Le pape y prend place. Donc, il y a cette base du monument, les 4 coins représentant donc les directions de la prière, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, et au-dessus, il y a une espèce de dôme qui représente plus ou moins une maison de castor. Quelle est la signification de cette maison de castor, M. Hamelin? Bien, le castor a été la grande fourrure à prendre pour la Compagnie de la baie du Son. Donc, c'était l'élément économique fondamental. Et qui représente peut-être aussi cette espèce d'équilibre écologique là-bas, n'est-ce pas? Oui, parce que... La maison de castor. On ne prenait pas plus de castor, en somme qu'il en fallait. Alors, on va procéder à 2 bénédictions du pape, Monseigneur. D'abord, un mot de salutation en langue d'Aînés que le pape doit adresser à tous les participants. Et à la suite de ça, il y aura bénédiction de l'eau et de la rivière, du feu, de l'air et du vent, et de la terre, ainsi que des peuples autochtones. Donc, ces premières paroles en d'Aînés permettront au pape de dire sa joie d'être parmi eux, enfin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, peace be with you. Most Holy One, Ô Père très look saint, upon us with your accorde-nous ta blessing bénédiction as we begin à l'aube this new day. de nouveau jour. We give thanks to you for these waters, for all waters, as the waters cleanse and heal and strengthen the air and the land, so too let your flowing love cleanse and heal us, bring us together as one people, and strengthen us. Le pape vient de dire que l'eau est cet élément qui nettoie, qui guérit, qui donne la force. Alors, sa prière était que l'eau apporte l'unité dans et par l'amour. Il bénit maintenant le feu de la nature, le feu qu'il y a dans l'âtre de chaque foyer, le feu qui est amour, bonté, compréhension, sollicitude. Et que cet amour purifie de toute impureté dans la terre, dans le cœur et l'esprit des humains, et qu'il permette une prière qui soit pure, une prière d'amour pour cette terre et qui vient de chacun, de chacune des participants. Pure prayer of love from this land and from each of us to you. Le pape se tourne maintenant vers l'ouest et il va bénir l'air et le vent en affirmant que ces éléments donnent vie à la terre. Alors il va prier pour que l'Esprit anime notre vie en toutes les saisons
des humains. We give thanks to you, great Spirit of life, Father, Son, and Holy Spirit, for the air and her many winds. As the winds awaken and caress the land in spring and summer, as they prepare the land for rest and sleep in fall and winter, so too let the winds of your Spirit awaken our lives, so that we may always... Le vent met en communication chez les Indiens et les animaux par les odeurs, de sorte que le vent est très important comme élément culturel, et le pape a bien saisi cette chose-là. Je ne sais pas si on saisit toute la signification de ce fait que le pape se tourne vers chacun des points cardinaux pour y reconnaître un élément de la nature qui est important. Maintenant, tourner vers le nord, c'est la terre qui va être bénite, et on sait comment pour les nations indiennes et inuites, la terre, c'est important, c'est vital. On l'appelle la mer. La terre, c'est la mer. La mer avec un immuet, alors c'est celle qui donne la vie. Alors il va remercier Dieu, le Créateur, pour la terre, et il va prier pour que Dieu manifeste un amour pour la terre et pour les peuples qui l'habitent. Et il terminera une prière plus longue cette fois, priant pour que les peuples qui habitent cette terre aient un nouvel avenir, un meilleur avenir pour chaque personne. As you are the source of all good, we ask that you send the blessings. Maintenant, dans l'idée de la terre, il y a automatiquement aussi les rivières qui vont traverser la terre et également les animaux. Oui. Et donc, il y a toujours là un ensemble chez les Indiens. Leur catégorie, c'est pas tout à fait la catégorie des scolastiques du Moyen Âge. Dites-moi, ces prières, elles viennent d'où? Quelle est l'origine de ces prières? Je pense que c'est le comité organisateur de la visite à Fort Simpson qui les a préparées, mais en tenant compte de la culture des Amérindiens qui accordent à tous ces éléments une grande importance et qui sont soucieux. On parle beaucoup d'écologie dans le Sud. Eh bien, les Amérindiens sont nos maîtres dans l'écologie. Je pense que M. Hamelin a bien connu ça dans son travail professionnel. Ces gens-là ont un respect de la nature, un amour de la nature. Alors le pape, qui vient comme un pèlerin spirituel, comme le pasteur des croyants, veut associer ces éléments de la culture avec une rencontre où Dieu aussi est présent. C'est intéressant de noter qu'ils applaudissent à cette bénédiction de la terre. Il va maintenant prier pour les peuples autochtones. God of all peoples, Dieu de tous les peuples, Grand Esprit, Père très saint, entendez notre prière. Nous te demandons, en ce jour, de bénir les peuples autochtones du Canada. Guide leurs anciens et ceux qui dépendent d'eux. Donne-leur ta sagesse et ta force. Permets-leur de jouir des dons de la nature et des fruits de leur labeur. En réponse à ces bénédictions des éléments de la nature et des humains qui sont là, le chœur des tambours va maintenant chanter le chant des anges. Guéris-les lorsqu'ils sont malades. Donne-leur la joie lorsqu'ils sont tristes. Fais qu'ils entendent ta voix
qu'ils vivent selon tes lois, et qu'ils soient les frères et les sœurs de tous. Grand Esprit, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, entends notre prière, car tu règnes sur tout l'univers pour l'éternité. On retrouvera tantôt dans les dons que les Amérindiens feront au pape des éléments, là, en particulier dans ce magnifique fauteuil qui sera pris à partir des cuirs et des bois somme de Nourignal. Et voilà, c'est un animal qui sera à l'intérieur de la tête.